Bien, mais je vous propose de commencer le grand tour de ce midi qui va nous être présenté par le docteur Ben Doumou, candidat spécialiste en médecine interne dans notre service. Comme vous verrez, une émi qui est en première année, mais est en fin de première année, hein, quasi en deuxième, hein. Bon. Et donc, voilà le cas d'une patiente en traitement pour un cancer du sein et qui va développer une thrombopénie assez sévère. Mais voilà, je te laisse la parole. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le cas d'une patiente qu'on avait pendant mon stage en oncologie ici à l'hôpital Delta. Donc il s'agit d'une patiente de 60 ans qui était suivie et traitée pour un carcinome mammaire droit triple négatif, globalement, enfin localisé en tout cas sur le plan régional et à distance. Elle était sous chimiothérapie néoadjuvante par carboplatine et Taxol. Donc, le jour de l'admission ou le jour où notre enfin, cas ou histoire clinique va commencer, elle sera à sa 10e cure de chimiothérapie par carboplatine et Taxol. Et cette patiente, elle est sous chimio plus immunothérapie par pembrolizumab, dont elle a déjà reçu 4 cures. Et la dernière, c'était 5, enfin, un peu plus 7 jours avant son hospitalisation. Et donc l'histoire, c'est une patiente avec des antécédents de thrombose jugulaire gauche sur un PAC assez récent, vu que toute l'histoire c'était en mars, donc l'infection c'était 3 mois auparavant. Elle a un antécédent aussi de néoplasie du côlon à 36 ans, traité par colectomie et chimiothérapie il y a bien plus que 20 ans, et un angiome hépatique, mais globalement surveillé et stable. Sans traitement, cette patiente est traitée par rivaroxaban 20 mg une fois par jour depuis janvier, donc dans le contexte de cette thrombose, sous séroxate et trazolan. Et c'est une patiente qui est tabagique active avec un demi-paquet par jour. Le jour où on m'appelle pour cette patiente, elle était à l'hôpital du jour. C'est vers la fin, donc vraiment fin de journée, à la fin de sa 10e cure de chimiothérapie, disant qu'elle faisait enfin, qu'elle chauffait plus que 38 degrés avec comme clinique juste des lombalgies bilatérales assez quand même intenses qu'on a dû, enfin on a mis un palier 2, ça allait pas et donc en fin de soirée on a dû même passer à un palier 3 pour la soulager. Mais hormis ça, il n'y avait aucune autre plainte et la prise de sang le matin, donc juste avant sa chimiothérapie, la prise de sang habituelle avant chimio, elle était, on peut dire, tout à fait normale, en tout cas pas de grosses anomalies, que ça soit au niveau hématologique, au niveau inflammatoire ou au niveau hépatique. À ce stade, donc vu la fin de journée, on lance une bio pour demain, on lance une carte bactério avec un ému, des émocs, vu la pyrexie, et on gère la douleur de madame dans un premier temps et on l'hospitalise. Peut-être peut-être juste quand tu dis la prise de sang, c'est vrai, ne montre rien d'extraordinaire. Elle a quand même 360 lympho. Donc, ça veut dire, bon, a priori, ce qu'on pourrait Mais elle est s'attendre, elle immunodéprimée est, dans tous les voilà, cas. elle est sous Elle, chimio. oui, Donc, mais OK. rien Mais ne donc, nous a ça veut dire quand alarmés. même qu'elle a un certain état D'office, ouais, d'immunodépression 10 cures de auquel on peut chimiothérapie. s'attendre Oui, avec la mais rien de vraiment chimiothérapie qui est confirmée avec alarmant, expliqué. 305 360 lympho. Parce que 360 lympho, ça veut dire qu'elle est largement en dessous des 200 Ouais. CD4 et donc à risque de différents types de problèmes. Ça d'office. On n'a tout de même pas couvert tout de suite en attendant quand même les prélèvements. Donc le lendemain, la patiente continue à être pyrétique, un peu enfin, tachycarde, un peu hypotendue. Et cliniquement, on a des conjonctives ictériques et une sensibilité au niveau de son hypocondre droit avec un Murphy positif. La prise de sang du lendemain matin, on a quand même une petite anémie qui s'installe, des plaques, une thrombopénie, donc avec les plaquettes qui chutent, des globes, une neutropénie aussi qui commence. Elle n'avait pas reçu de facteur de croissance encore, donc c'est pour ça la neutropénie. Et donc, on a quand même un tableau qui nous oriente vers pas mal de choses. Bon, j'ai un peu spoilé vite, mais globalement, vu la clinique, en tout cas, on avait déjà un peu comme première hypothèse diagnostique, est-ce que cette parente n'est pas en train de faire une angiocolite, vu cette triade de Charcot qui était un peu complet. Donc, on avait cette douleur avec le Murphy, on avait la pérexie et l'ictère qui commençait, mais une biologie pas tout à fait expliquée par ça. Donc, on continue à suivre, on continue, enfin, à lancer un peu le bilan étiologique de cette pancytopénie qui nous embête énormément.
Mais à ce stade, oui, le reste de la prise de sang, eh ben, il n'y avait pas que cette pancytopénie, mais il y avait aussi en faveur, enfin expliquant un peu l'ictère, une cytocolestase, surtout une cholestase déjà assez importante, avec 6,1 de bilirubine majoritairement directe, et une cytolyse aussi qui s'installe avec un syndrome inflammatoire assez important, en tout cas par rapport à la prise de sang de la veille. Donc il n'y a rien qui est plus correct chez cette patiente. Oui. Juste une question. À ce stade-là, pour vous, les 1900 leucos, donc là, c'est lié à la chimio Post-chimio, ou au sepsis qui est en train de ben, s'installer? les deux. Parce qu'elle a eu sa chimio la Oui. veille. C'est Oui. un peu rapide pour avoir une chute tellement. Ben, l'idée, c'est ça. Donc, dans la prise en charge, on va essayer de traiter un peu les deux. Mhm. Un peu on donner des précurseurs vu le contexte post-chimiothérapie et en même temps traiter comme si c'est un contexte C'est enfin, infectieux vu le contexte aussi immunodéprimé chez la patiente. Oui. Elle a une anémie régénérative. Tu as une aptoglobine. Plus tard, on l'ajoutera sur la prise de sang. Mais ça n'a pas été fait systématiquement. Maintenant, par rapport au test hépatique, donc tu étais parti en disant probabilité d'angiocolite, ce qui allait assez bien avec ces tests hépatiques, encore que on s'attendrait à avoir quand même plus de phosphatase alcaline si on était dans un tableau obstructif et moins de transaminase si c'était uniquement obstructif, sauf si on est vraiment dans une situation où le calcul vient de se produire et là on peut avoir une explosion de transaminase. Je crois que c'est un point important quand on est aux urgences. On peut se retrouver avec une obstruction biliaire aiguë où il n'y a pas encore de signe cholestatique et on a un tableau qui pourrait faire penser plutôt à une atteinte hépatocellulaire. Mais donc ici, voilà, le truc est en train de s'installer avec de la fièvre. J'imagine qu'on va lui faire au moins une échographie hépatique et des voies biliaires. Eh ben, on fait une échographie hépatique le jour même. Pas enfin, ça ne nous rassure pas par rapport à notre diagnostic parce que on a quand même une discrète ouverture des voies biliaires, mais il n'y a pas de nette dilatation, en tout cas, de la voie biliaire principale. Un léger épaississement, mais en tout cas, on ne voit pas de calcul, pas d'obstruction, pas d'aspect net pouvant confirmer notre diagnostic. Donc, à ce stade, on traite quand même. On garde la première hypothèse d'angiocolite et on initie une antibiothérapie empirique. On demande aussi un scanner abdominal qu'on n'a pas eu le jour même, mais le lendemain. Encore une fois, le scan abdominal, il n'exclut pas, mais ne confirme pas non plus. Donc, on n'a pas de vésicule, pas de dilatation, pas d'obstacle. Un petit rehaussement marqué au niveau de la voie biliaire principale, n'excluons pas donc l'angiocolite. Et on a en parallèle une discrète splénomégalie qui a été découverte sur le scanner. Donc, on n'arrive pas à 100% à rejeter l'hypothèse. On avait carrément pensé à faire une CPRE, mais vu qu'il n'y avait pas d'obstacle ou autre chose, pas d'indication, la patiente était sous anticoagulant. Donc, on met en instance, on prévoit les soins intensifs pour le week-end si jamais ça se dégrade et on continue à suivre. Là, c'était vraiment un dimanche Oui. après, un vendredi. Oui, je trouve que la discussion déjà à ce stade est intéressante. Bon, d'abord, Jean, d'accord pour le traitement antibiotique? Non. D'accord. Non, non, c'est pas. Mais j'ai pas vu qu'il était allergique à la pénicilline. Non. Mais on Parce qu'avec va. Cefta, métronidazole, il y a un trou énorme sur les streptos, les entérocoques et autres, qui est quand même embêtant. Par contre, on couvre le pyocyanique, mais qui n'est plus vraiment un problème fréquent dans les neutropénies fébriles, hein. Donc, non, moi j'aurais été plus à l'aise même avec bêtement de l'augmentin, parce qu'en fait, 2 jours avant, elle est chez elle. Oui, Et on n'a pas parlé de colonisation. J'aurais été beaucoup plus à l'aise avec de l'augmentin ou éventuellement du tazocin on va pour aller. avoir la couverture sur les streptos et les entérocoques. Maintenant, par rapport à l'approche diagnostic probabiliste, je suis d'accord qu'on part avec une probabilité a priori avant la biologie de dire, OK, c'est voilà, c'est une affaire biliaire. Mhm. Et donc, on part, je ne sais pas moi, avec une probabilité, on va la mettre à 75%, 80%. Puis après, on voit qu'il n'y a pas qu'il y a pas de maladie calculeuse. Là, ça commence à chuter assez solidement. Et même avec les tests hépatiques, donc on a discuté, où c'était quand même un petit peu inhabituel. Donc, je veux dire que même en partant d'une probabilité élevée, avec ces deux éléments-là, il reste
peut-être, allez, une probabilité a posteriori qu'on pourrait mettre à 15%. Et donc, ça veut dire qu'avec une probabilité a posteriori à 15%, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans les 85% autres. Et déjà, à ce stade-là, on doit avoir un diagnostic différentiel obligatoirement élargi. OK. Donc, on garde comme ça un vendredi soir et on suit surtout, oui, un vendredi soir. Et on suit, bon, la clinique, oui, on suit cliniquement et biologiquement. Et ben, sans surprise, pas de nette amélioration. 48 heures après antibiothérapie, la clinique est pareille. Donc, la patiente continue à être pyrétique, encore plus ictérique. La pancytopénie devient encore plus profonde. Les globules blancs ont remonté parce qu'on a donné des précurseurs. Donc, on a une anémie assez importante, mais surtout, ce qui nous embête à ce stade, c'est la thrombopénie qui commence à être assez sévère. Donc, on est à 17 000 de plaquettes à 48 heures d'antibiothérapie. Pour un peu avoir une idée claire de la cinétique de tous les marqueurs presque biologiques. Donc, on voit bien que l'hémoglobine ne fait que chuter. Les plaquettes, pareil, malgré la transfusion. La CRP, quant à elle, elle diminue. Donc, dites-vous, enfin, J1, on était à 121, ça remonte, mais 48 heures plus tard, ça diminue, pardon. On a changé d'antibiothérapie 72 heures plus tard, donc on a élargi le spectre. On a initié le tazocin. Et les neutraux, ben, un peu, ils font yo-yo, mais il y a aussi le facteur d'injection de facteurs de croissance qui un peu falsifie l'évolution des neutrophiles. À ce stade, ben, on commence à réfléchir clairement des diagnostics différentiels. On revient un peu à la bactériologie qui ne rapporte pas grand-chose. Donc la bactério-négative, on a fait plusieurs, ça c'est juste un échantillon, mais on a fait plusieurs prélèvements, que ce soit sur son pack ou en périphérique, qui revenaient toujours négatives. Un ému, enfin une petite bactériurie, mais en tout cas symptomatique, pas de blanc. Donc à ce stade, on n'a pas de foyer à ce niveau-là. Digestive aussi, sur le scan, il n'y a pas vraiment de foyer. Donc on s'éloigne un peu de l'étiologie infectieuse petit à petit. Et la cholestase qui continue à se majorer avec 7 de Billy, on va arriver jusqu'à 10 plus tard. Et la cytolyse. Bon, la cytolyse ici, ça fluctue un peu, mais on va arriver à des taux de plus de 10 fois la normale, en tout cas azatalate. Oui, donc on arrive jusqu'à 13 de Billy total avec prédominance claire de bilirubine directe. Des phosphatases alcalines jusqu'à 600, des azates à 900, donc plus de 10 fois la normale, bien plus. Et comme petit résumé, donc on agit cette antibiothérapie avec une patiente toujours pyrétique, ictérique, avec une pancytopénie assez prononcée et une cytocholestase assez marquée aussi. On se lance dans les diagnostics différentiels. Bon, certes, 6 jours plus tard, mais bon, it's time. Alors, attends, oui, attends. Dominique. Comme elle est effectivement très lymphopénique, charge virale, CMV, BV, hépatite, tout ça a été Ça, on a fait cherché. plus tard, mais c'est négatif. Oui, les sérologies, c'est négatif. Alors, les réticulos sont plutôt bas, donc ça a l'air quand même peu régénératif. Maintenant, dans des situations où même la cause serait périphérique, et on peut en discuter, évidemment qu'une chimiothérapie derrière, ça pourrait être mixte, évidemment. Elle a eu une transfusion, donc je sais pas, je pense pas que tu peux te baser sur la réticulocytose là-bas. C'est dans la première analyse de sang, il y avait une réticulocytose à 2,4%. Et donc, par rapport au pembrolizumab que la patiente a reçu, c'est combien de semaines après le pembrolizumab? J'ai mentionné, c'est 15 jours. Alors là, on est à 15 jours. Post-immunothérapie. Oui. 15 jours C'est ça. post-immuno et 7 jours post-chimio, pardon, et 7 jours post-chimio. Mais quand elle a commencé à faire ses symptômes, on était à 7 jours. On était à une semaine. Il faut penser à certaines maladies auto-immunes qui se développent après immunothérapie. OK. Alors, effectivement, problématique immuno après immunothérapie, il y a pas que les problèmes endocriniens, hein. On peut avoir plein d'autres choses aussi, hein. Ouais. Et la douleur et le Murphy, ça reste au premier plan? Non, non, elle a plus mal. La douleur est déjà bien contrôlée. C'est surtout la pyrexie et la biologie qui est vraiment au premier plan à ce stade.
Maintenant, bon, on peut rediscuter du Murphy, hein. Donc, quelle est la spécificité d'une évocation d'une douleur quand on parle d'hypocondre droit? Si on a un foie qui est augmenté de volume assez brutalement, ben voilà, donc ça peut faire mal et donc il faut se méfier du Murphy en présence d'une éventuelle hépatomégalie. Donc, C'est pas le cas, voilà. vraiment. Enfin, avec les bilans, enfin, les Ok. examens radiologiques, en tout cas. Mais c'est vrai que c'était la clinique juste du début et on a été dans cette voie puisqu'on a trouvé qu'elle répondait un peu à tous les critères, en tout cas cliniques. Bonjour. Donc, à ce stade, on essaie surtout un peu de réfléchir des diagnostics différentiels vu la biologie, puisque c'est ce qui était au premier plan et c'est ce qui était un peu foudroyant. Donc, par rapport à la thrombopénie, les plaquettes, ce jour-là, on a fait le bilan, ils étaient déjà à 14 000. On fait un contrôle sur tube citraté qui confirme encore plus. Vu qu'elle était sous anticoagulants et surtout HBPM, après en cours d'hospice, on dose quand même les anticorps antiplaquettes qui étaient négatifs. Et le bilan de la coag est devant vous. Bon, PT normal. Heureusement, en tout cas, pas d'insuffisance hépatocellulaire flagrante à ce stade. Mais le fibrinogène, quand même un peu consommé et des dimères assez élevés. Euh, et donc, à ce stade, je pense qu'on peut déjà penser à une CIVD vu tout le contexte. Et effectivement, ça reste enfin, même pas une hypothèse diagnostique, c'est parfaitement compatible avec une CIVD qui est décompensée. Vu qu'on a les 5 points, donc on a une numérotation plaquettaire inférieure à 50 000 donnant les 2 points et des marqueurs de fibrine, à savoir les dédimères, fortement élevés donnant les 3 points, avec certains TQ normal et un taux de fibrine qui reste tout de même supérieur à 1 gramme par litre. Donc ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, c'est IVD sur quoi? Est-ce que c'est juste sur ses traitements, son cancer, où il y a vraiment l'étiologie infectieuse sous-jacente? Vous voulez dire? Ouais. Enfin, les scores, c'est bien, mais enfin, je peux dire, moi, que les plaquettes, effectivement, sont diminuées, très bien, 2 points. Les marqueurs de fibrine, les dédimères élevés, elle a un gros syndrome inflammatoire, j'en tiens pas compte. Le temps de coagulation est prolongé, elle a une grosse atteinte hépatique, j'en tiens pas compte. Et le fibrinogène, son foie ne synthétise plus correctement le fibrinogène, j'en tiens pas compte. Et donc, je conteste sur base de ce Pour vous, c'est score pas qu'on peut dire CVD. CVD. D'accord. Bon. T'es d'accord, Dominique? OK. Pas assez. Ah, Et l'échographie qui avait été faite, il y avait un Doppler. On voyait bien les vaisseaux hépatiques. Il n'y avait pas de Doppler dans l'échographie. Et il n'y a pas de schistocyte. Ah, bientôt. Non, attendez. Si, on les a. Bon, ça sera dans une autre diapo, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de microangiopathie. OK. C'était aussi un diagnostic. OK. Allez, Bon, là, continue. l'idée, c'est de un peu décortiquer toutes les anomalies avec tous les diagnostics qu'il peut expliquer. Mais le but, c'est de trouver un diagnostic qui va expliquer toutes les anomalies en même temps avec un peu la clinique et le contexte de la patiente. Donc, c'est un peu des diagnostics sur la route, quoi. Donc, à ce stade, on dit qu'il y a probablement une CIVD sous-jacente, en plus du contexte d'hypersplénisme associé. Je pense qu'il y a une dia qui a disparu. Bon, on suspecte aussi une MAT et donc... Ici. Ah non, ça va être fait dans le bilan de l'anémie. Donc, on fait aussi le bilan de maths plus tard. Mais donc, à ce stade, on est face à un hypersplénisme qui peut un peu expliquer la thrombopénie. Une CIVD, mais bon, vous contestez, donc c'est pas grave. Mais quand même, vu que c'est pancytopénique, donc on garde quand même dans un coin de la tête qu'il faut investiguer une cause centrale. Donc ça, on ne nie pas. Par rapport à l'anémie normocytaire, qu'on considère A régénératif, certes, en fonction des secondes bio et de toutes les analyses qu'on a fait après, ou en tout cas pas suffisamment régénérative, on a un contexte inflammatoire clair, donc la CRP avec la ferritine assez élevée. Ça reste une première hypothèse où il y a clairement, c'est multifactoriel, mais le contexte inflammatoire peut un peu expliquer cette anémie. On dose l'aptoglobine qui est assez effondrée avec des LTH élevés et un COUPS direct qui est positif avec des JGG, donc plutôt des agglutines chaudes, faisant évoquer une anémie hémolytique auto-immune ou un syndrome d'Evans vu la thrombopénie qui était associée. Donc on a déjà 2 arguments. Et on suspecte, enfin, on essaie d'exclure aussi une MAT, mais on avait des schizocytes qui étaient nettement, enfin, négatifs. Donc, heureusement, une au moins. Et donc,
À ce stade, on retient les 3 hypothèses pouvant expliquer l'anémie ou ensemble ou séparément. Donc, le contexte inflammatoire, le contexte hémolytique auto-immun et l'hypersplénisme, encore une fois, sans pour autant négliger qu'une cause centrale va devoir être investiguée. Euh, Je ne sais pas, pour vous, le contexte hémolytique auto-immun peut être dû à quoi dans ce contexte chez cette patiente? Sachant qu'il n'y a pas de contexte de maladie auto-immune connu, il n'y a pas de symptômes systémiques, euh, pas de, pas d'hémopathie connue à ce stade non plus, pas de lupus ou autre. Et on a des agglutines chaudes. Là, il n'y a pas de doute qu'il y a une anémie hémolytique. Si en plus tu as les agglutinines médicamenteuses Sûr? Vous avez une idée? Non. Ben, sans surprise. sur l'immunothérapie. Clairement. Eh ben, il y a pas mal de cas dans la littérature. Il y a même plusieurs revues qui parlent de l'anémie hémolytique associée aux immunothérapies, particulièrement aux inhibiteurs checkpoint immunitaires, dont le pembrolizumab fait partie. Donc, sous immunothérapie, si on veut un peu voir la physiopathologie, on a clairement une stimulation excessive du système immunitaire, encore plus avec les inhibiteurs checkpoint immunitaires qui inhibent les checkpoints et donc fait que le système immunitaire est encore plus actif, ce qui induit une perte de tolérance et donc une production, entre autres, des anticorps entre le soi, à savoir dans ce cas, par exemple, des anticorps antiglobules rouges. Devant nous, c'est une revue des cas publiés d'hépatite auto-immune associée à ces inhibiteurs checkpoint immunitaires. On voyait surtout, ce qui revenait le plus fréquemment, c'est le nivolumab et le pembrolizumab, qui sont des anti-PD-1. La prise en charge, globalement, c'est d'un traitement immunosuppresseur, des corticoïdes, plus ou moins du rituximab ou des immunoglobulins en IV. Et la réponse, généralement, elle est favorable. Donc, on a des rémissions assez souvent, dont 2 à 3, dont 2 tiers, pardon, des cas d'hépatite auto-immune rapportés. C'était juste un petit feedback comme ça. On sait que des cas existent. Donc, c'est intéressant, pardon, c'est intéressant quand on voit le nombre médian de cycles à partir duquel les problèmes ont commencé. On voit que ça va de 1 à 39, 1 à Ouais. 21. Il y a un range qui est vraiment très, très variable. Ouais. Donc, ça peut commencer après la première à l'administration ou à la 30e. Le plus souvent, ce que j'ai trouvé, c'est généralement après les 2 premières cures. Donc, ça tarde pas assez souvent à apparaître, en tout cas comme effet secondaire. Mais la majorité des effets secondaires, si on ose dire. OK, mais maintenant, le point qui reste quand même, OK, je veux bien acheter, moi, l'anémie hémolytique auto-immune liée à Non, c'est autre. l'immunothérapie, mais alors il faut expliquer le reste. Oui, Et oui. là, on n'explique pas les plaquettes. Non, non, on explique encore Et rien du donc, tout. euh, j'aimerais bien ne pas me retrouver avec 3 diagnostics différents, hein. Un seul, hein. Non, non, un seul. D'accord, Un OK. seul. En spoil, c'est un seul. Donc, on a un peu expliqué l'anémie. On retourne vers le traitement, l'immunothérapie, encore une fois, un peu suspecte. On continue le bilan. Donc, on fait une électrophorèse des protéines pour exclure un envahissement, une gammapathie monoclonale, pouvant expliquer aussi cette atteinte, cette pancytopénie. Pas de gammapathie, en tout cas monoclonale. Alors, ça, c'était pour la pancytopénie, surtout les 2 lignées qui étaient assez impactées. Là, par rapport à la cholestase et à la cytolyse, on doit quand même trouver aussi on doit justifier un peu cette atteinte biologique aussi. Donc, j'ai trouvé un algorithme assez sympa, bon, assez rapide et sympa, et qui au sein, il y avait mon diagnostic, donc ça m'arrangeait un peu. Le diagnostic, bon, face à un ictère à bilirubine conjuguée, on a soit des enzymes hépatiques qui sont normales, ce qui n'était pas le cas chez nous, mais soit une cholestase associée. Face à la cholestase, soit on a vraiment des anomalies radiologiques, donc à savoir une dilatation des voies biliaires, ce qui n'était pas le cas chez nous encore une fois, et donc on se retrouve un peu ici. Et associé à cette cholestase, on peut soit ne pas du tout avoir d'atteinte hépatocellulaire, si on ose dire, pas de cytolyse, ou avoir une cytolyse assez importante, ce qui était le cas chez nous. Et donc, à ce stade, on a 3 gros diagnostics assez aigus, je dirais, qui se mettent au premier plan. Les hépatites aiguës, que ça soit virale, médicamenteuse ou toxique. Donc, chez notre patiente, il n'y avait pas de notion de prise de toxique en tout cas, pas de notion de prise médicamenteuse à domicile, en tout cas pas vraiment de
Si, quand même, il y avait une petite prise de paracétamol dans les derniers jours. D'ailleurs, on a même dosé le paracétamol, mais ce n'était pas vraiment en faveur. On fait une sérologie, on fait les sérologies virales qui reviennent, qui reviennent négatives. Donc, l'hépatite, ce côté-là, il est exclu, si on peut dire. On garde donc l'étiologie d'hépatite auto-immune, et donc ça nous renvoie vers une étiologie auto-immune, encore une fois, pouvant se mettre sur le dos de son immunothérapie, ou des causes hématologiques qui peuvent donc être un peu entre les deux et nous expliquer toutes nos anomalies à ce stade. Euh, oui, oui, Vous achetez ou oui pas? et non, parce que bon, dans une hépatite auto-immune, on s'attend à avoir essentiellement de la cytolyse, Mhm. et éventuellement un tout petit peu de cholestase. Mais enfin, ici, on voit clairement qu'on est sur les deux Les- tableaux et avec une cholestase quand même, on va dire, dominante quand on voit l'évolution des chiffres. Et donc là, il faut penser qu'il pourrait y avoir, si on reste avec une cholestase sans dilatation des voies biliaires extra-hépatiques, Mhm. que la problématique de cholestase touche les voies biliaires intra-hépatiques et on peut rester éventuellement aussi dans des problèmes immunitaires, mais on est plus dans une cholangite biliaire euh, auto-immune. Et ça, on sait qu'on peut avoir dans des tableaux de ce type-là, des tableaux associant une composante auto-immune hépatocellulaire et biliaire, Et ça n'explique pas le problème hématologique en même temps. qui n'explique pas le problème hématologique. Exactement. Donc, on avance. Euh, bon, à ce stade, on revient encore une fois, vu qu'on a suspecté l'implication du pembrolizumab, enfin l'immunothérapie, on cherche donc dans la littérature s'il y a aussi des cas d'atteinte hépatique ou comment se manifeste l'atteinte hépatique dans un contexte de traitement par immunothérapie. Et sans surprise, il y a pas mal de cas qui ont été rapportés sur l'hépatotoxicité associée. Et j'insiste surtout sur les inhibiteurs de checkpoint immunitaire parce que c'est ce qui nous concerne. Et donc, il y a pas mal de cas qui ont été rapportés par la US Food and Drug Administration, enfin, des effets secondaires. Ici, c'est une étude qui a analysé une base de données de pharmacovigilance de la FDA entre 2004 et 2021 portant sur plus de 9 millions de cas d'effets indésirables, parmi lesquels il y avait plus de 1400 de cas de toxicité hépatique associés aux inhibiteurs de checkpoint immunitaire, avec plus de 260 induisant à une insuffisance hépatocellulaire, heureusement qui n'était pas le cas chez nous, et dont près de 60% conduisant même au décès. Le risque s'avère être encore plus élevé quand on a des thérapies combinées, donc l'association de deux immunothérapies, peu importe si de la même classe ou pas par rapport aux monothérapies et ça ne varie pas, en tout cas le risque ne varie pas en fonction de l'âge ou du sexe. Donc ça reste quand même une hypothèse assez valide en fonction de la littérature. Euh, Ici, dans la même étude, il y avait ce schéma assez intéressant qui montrait un peu, qui s'intéressait à l'évolution en fonction des années de l'hépatotoxicité associée à ces inhibiteurs checkpoint immunitaires. Et on voit que, bon, déjà, on voit que ça va en crescendo. C'est dû aussi à l'utilisation ou à l'émergence massive de ces traitements qui commencent à être de plus en plus utilisés. Donc, ça va dans ce sens. Et on voit le pembrolizumab, ou enfin le PD-1 surtout, un peu dans les sommets avec le plus d'hépatotoxicité en tout cas, suivi d'une association nivolumab, ipilimumab et particulièrement ça. Donc c'est en bleu et en marron. Et donc tous ces arguments font que on est plus en faveur d'une atteinte de l'immunothérapie. Maintenant, est-ce que l'immunothérapie a décidé d'atteindre tout ce qui est hématologique et le foie en même temps et donc nous donner un peu ce tableau foudroyant d'un coup? À ce stade, je voudrais bien faire un petit rappel des immunothérapies, des classes et un peu de leur mécanisme avant de vraiment s'attarder sur notre diagnostic parce que on y est très très bientôt. Donc, l'immunothérapie, c'est de nouveaux traitements qui incluent plusieurs classes de médicaments avec différents mécanismes d'action, mais ayant pour but généralement et souvent de stimuler le système immunitaire à attaquer les cellules néoplasiques.
Je parlerai juste de quelques-uns. Donc, il y a les vaccins contre les cancers qu'on connaît tous, donc soit à visée préventive ou curative, comme le vaccin contre l'HPV pour les cancers du col et de l'utérus, cancer du col de l'utérus et de l'oropharynx, ou le vaccin contre l'hépatite B qui protège d'un des facteurs de risque du cancer du foie, à savoir l'hépatite B virale. Et d'autres vaccins qui sont curatifs, comme le BCG, les instillations BCG, qui sont assez souvent utilisées dans le cancer de la vessie à un stade assez précoce. Un autre type d'immunothérapie, bah, les cytokines qu'on a déjà dans notre organisme. Et le concept d'immunothérapie, c'est donc injecter des cytokines qui vont stimuler la prolifération des lymphocytes T et des cellules NK, et donc induire ou améliorer l'activité cytolytique de ces cellules dans un micro-environnement tumoral. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est les inhibiteurs checkpoint immunitaires. Donc, les checkpoints immunitaires, c'est cette liaison, un peu, enfin, ce rapport qui s'active lorsque des protéines se trouvant à la surface des lymphocytes, ils reconnaissent des protéines ligands présentes dans d'autres cellules, entre autres les cellules néoplasiques. Cette liaison, eh ben, elle va envoyer un signal d'arrêt des lymphocytes, donc stopper leur activation, et donc va empêcher le système immunitaire d'agir ou détruire les cellules. Les inhibiteurs checkpoint, eh ben, ils inhibent tout ce mécanisme. Et c'est quoi? C'est tout simplement des anticorps monoclonaux qui vont se fixer sur ces protéines et induisent donc un frein physiologique du système immunitaire. Ils vont ainsi empêcher donc l'envoi de ce signal d'arrêt et donc permettre aux lymphocytes de plutôt tuer les cellules, entre autres les cellules cancéreuses. C'est une inhibition de l'inhibition en quelque sorte et donc créer une hyperactivation et une stimulation du système immunitaire. Et on a plusieurs types, donc en fonction du mécanisme d'action au niveau des lymphocytes ou des cellules cancéreuses. Ce qui nous intéresse ici, c'est le pembrolizumab, donc les anti-PD-1. Et il y en a, enfin la liste est longue, il y a les anti-PD-L1. Les uns agissent sur la lymphocyte, d'autres ils se fixent plutôt sur la cellule tumorale. Des anti-CTLA4 et des associations de deux checkpoints immunitaires. Les effets secondaires, eh ben, ils ciblent un peu de tout. Vu la non-spécificité des lymphocytes, souvent, leur hyperactivation peut attaquer un peu tous les organes. Il y a des atteintes plus sévères que d'autres. Ceux qui sont gras, c'est ceux qui induisent le plus de mortalité. On a les myocardites, les hépatites, les pneumopathies aussi immuno-induites qui ne sont pas assez vite traitées, et les encéphalites également. Ici, un peu, il y a un schéma qui montre la fréquence versus la létalité des atteintes ou des effets secondaires immuno-induites. Donc, la plus fréquente, c'est généralement les colites, les pneumopathies, les hépatites, mais les plus sévères et fatales, on retrouve au premier plan les myocardites, surtout, qui nécessitent souvent une prise en charge dans des unités de soins intensifs. On a les myosites aussi, les atteintes hématologiques aussi, ils peuvent souvent assez importantes. Mais bon, globalement, ça varie. Donc, heureusement, un peu les plus importantes sont les plus graves sont souvent les moins fréquentes. Alors, on retrouve un peu au cas de notre patiente. On est face à une patiente pyrétique, toujours ictérique, qui présente une pancytopénie assez importante avec une thrombopénie sévère et une cytocolestase aussi, enfin, dépassant les 10 fois la normale. Vu que à ce stade, on a l'hypothèse aussi, l'hypothèse de l'immunothérapie qu'on achète fortement, et ben donc on initie une corticothérapie haute dose en parallèle de son tazocin qui n'était toujours pas. On est, je pense, à une semaine de tazocin à ce stade. Par rapport à l'hypothèse d'hémolyse expliquant l'anémie, je ne suis pas très impressionné par le taux de LDH. Bon, d'abord, on nous signale que le sérum est déjà hémolysé, donc c'est moins que 900, et donc, je ne sais pas, peut-être à 600, c'est-à-dire quelque chose qui reste compatible avec une atteinte hépatique sans devoir avoir l'hypothèse qu'elle soit hématologique. Donc, le caractère hémolytique, euh, je ne suis Et pas le groupe vraiment, semble ouais, je suis s'affecter. pas vraiment, je suis pas vraiment convaincu, moi, du caractère hémolytique. En plus, il n'y a pas de réticulocytose. Enfin, pour moi, ce n'est pas le truc à l'avant-plan. Il n'y a pas de doute qu'il y a une hémolyse. Il y a des LDH, il y a des agglutinines, il y a une aptoglobine basse et il y a le Coombs. Donc il y a une hémolyse. La bilirubine indirecte, certes. L'aptoglobine basse, l'aptoglobine est synthétisée par le foie. Le foie ne va pas bien du tout. Il a 10 de bili, il a des troubles de la coagulation. Donc, son apto, ça pourrait aussi être un problème de synthèse.
Normalement, en fait, elle a un SAM. Surtout si on aime les scores, on peut dire qu'elle a un syndrome d'activation macrophagique. Et je pense que ça peut être déclenché par les immunothérapies aussi, parce qu'ils peuvent faire des tableaux inflammatoires systémiques sévères qui ressemblent à des sepsis. Et puis ça donne tout ça. Merci Normalement, il d'avoir faut chercher des expliqué. microbes aussi. Si elle était enceinte, ça ressemble à un HELP aussi, hein, quelque Ouais. part. Hein, bon, mais elle avait passé l'âge, oui. Et donc, c'est vrai que je ne vous ai pas tout montré au niveau de la biologie, mais il y avait d'autres anomalies qui étaient très orientateurs. Eh ben, il y avait la ferritine, mais ça, on avait déjà vu, une hyperferritinémie assez importante, des triglycérides assez élevés et un fibrinogène qui est assez effondré. Et donc, tout ça, normalement, enfin, sans faute, nous oriente vers un diagnostic d'un SAM, syndrome d'activation macrophagique. Donc, à ce stade, on aurait pu ne pas le faire parce qu'on avait plusieurs arguments, mais on fait quand même, vu qu'on était dans un service d'onco, une ponction de moelle qui ne fait que confirmer le diagnostic avec comme conclusion eh ben, des images d'hémophagocytose. Il y avait d'autres petites anomalies associées, mais c'était vraiment cette hémophagocytose au premier plan qui ne fait que confirmer notre diagnostic. À savoir que le SAM, il y a ce qu'on appelle le H-score, un score assez objectif avec des taux et des valeurs qui nous aident à diagnostiquer, enfin, on va poser le diagnostic chez la patiente. Et ben, on avait tout. On avait tous les critères qui étaient présents. Donc, l'immunosuppression, la fièvre qui atteignait les 38,5 assez facilement. On avait une splénomégalie, cytopénie atteignante les 3 lignées, une hyperferritinémie dépassant les 6000, des triglycérides à 400, enfin plus que 400, un fibrinogène en tout cas moins de 250, des azates plus que 10 fois la normale, donc nettement plus de 30 unités par litre, et l'hémophagocytose qui était confirmée par la ponction de moelle. Donc on avait 306 points sur le H-score avec donnant donc une probabilité de plus de 90%. C'est vrai que ici, l'étiologie n'est pas très compliquée à retrouver, surtout qu'on a déjà suspecté l'immunothérapie. Donc, on parlera un peu des cas de H-score immuno-induit, mais je voudrais un peu m'attarder sur la physiopathologie. Donc, le SAM ou le terme anglo-saxon, le HLH, histiolymphocytose hémophagocytaire. Ça peut être, enfin, le terme il est plus général, impliquant des étiologies ou des HLH primaires, surtout retrouvés chez les enfants dans un contexte de mutation génétique, ou les HLH secondaires, et c'est là où on parle, enfin, le SAM, c'est un HLH secondaire. Ici, ce qu'on voit, enfin, le grand cercle, la grosse cellule, la NK toute verte, c'est plutôt pour illustrer les HLH primaires qui sont survendus à des mutations génétiques induisant un défaut de synthèse des granzymes et des perforines, et donc un défaut d'inhibition des cellules macrophagiques et des lymphocytes, en tout cas cytotoxiques, ce qui fait qu'on a donc des macrophages qui restent stimulés et qui ne font que synthétiser des cytokines pro-inflammatoires et créer un environnement cytotoxique euh, très pro-inflammatoire. L'autre type secondaire, il a pas mal d'étiologies. Donc, il y a le contexte infectieux, que ce soit viral, bactérien, parasitaire ou fongique. Le contexte malin, souvent surtout dans des contextes de cellules de cancer hématologique, mais il y a aussi d'autres cellules, d'autres cancers enfin, solides impliqués et médicamenteux avec les immunothérapies dans un premier plan, vu leur mécanisme d'action. Donc, la conséquence de SAM ou du HLH, c'est la création de cet environnement pro-inflammatoire avec ces tempêtes cytokiniques et tous les effets secondaires qui vont induire ou qui vont être conséquents cet environnement assez inflammatoire. Vu que le contexte inflammatoire est un peu général, donc ça peut atteindre un peu les différents organes suite à l'action, que ce soit des TNF ou des interleukines. Expliquons aussi un peu toutes les atteintes et les anomalies biologiques qu'on risque d'avoir. Je ne me suis pas attardée sur la physiopathologie de chaque atteinte, mais une atteinte aussi que je trouvais surtout intéressante, c'est l'atteinte hépatique dans le SAM. Alors, il y a déjà la première hypothèse de juste le climat inflammatoire en lui-même, altérant un peu altérant les hépatocytes, les conductions biliaires, mais il y a une physiopathologie assez intéressante. Donc, le climat inflammatoire, il induit particulièrement une altération au niveau de l'expression des transporteurs biliaires,
entre autres et particulièrement ce B et ce P, ce qui fait qu'on a un défaut, un défaut de transport, que ce soit des acides biliaires ou de la bile elle-même, et donc leur accumulation à l'intérieur des hépatocytes. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une cholestase plutôt fonctionnelle, sans obstacle mécanique mis en évidence, et une cytolyse vu l'accumulation à l'intérieur des hépatocytes des sels biliaires et de la bile. Il y a pas mal d'autres d'explications, mais oui, donc ça peut atteindre tout et ça explique quand on a vraiment une cholestase cytolyse sans explication radiologique. Ça, généralement, les biopsies, ils reviennent presque toujours positives, que ce soit des organes ou la ponction de moelle. Ici, c'est une biopsie qui a été faite, bon, en tout cas pas nous, qui montrait une présence importante de TNF-alpha, d'interleukine et de macrophages au sein des hépatocytes. Alors, le SAM immunothérapie, donc il y a beaucoup d'articles sur leur association avec beaucoup de revues de littérature. Ici, comme j'avais dit tout à l'heure, dans cette étude, on dit que dans la majorité des cas, on a le SAM ou l'HLH, il apparaît dans les premiers cycles, donc les first two treatment cycles, avec 20% des patients ayant déjà des historiques de maladies auto-immunes sous-jacentes. Pas le cas chez nous, mais c'est très orientateur, surtout si on veut initier un traitement, de vraiment faire attention si le patient a déjà une maladie auto-immune, qu'il risque d'en faire. Ici, dans le même article qui s'intéressait particulièrement aux inhibiteurs checkpoint et leur atteinte hématologique, particulièrement le SAM, et ben, ici on trouve que notre pembrolizumab en tête de liste encore une fois, avec plus de 50% des atteintes de syndrome d'activation macrophagique, suivies par l'association, encore une fois, et le nivolumab. Donc, on peut dire que les anti-PD-1, ils sont en tête de liste, grosso modo. Les types de tumeurs impliquées, mais ça dépend aussi des indications de ces inhibiteurs checkpoint dans les traitements des tumeurs. On trouve le mélanome, le cancer du sein, mais aussi le cancer pulmonaire, surtout le non-small cell. Et le cancer du sein qui vient en cinquième lieu. Mais comme j'ai dit, ça dépend aussi des indications et l'utilisation. Non, c'est une étude de 52 patients, donc c'est le nombre des patients. Non, c'est le nombre des patients. Exactement, oui. C'est l'utilisation et leur indication plus C'est pas en fréquente. pourcentage, c'est sans doute juste que le Pembro et l'Ipi-Nivo, c'est les immunothérapies les plus utilisées. Donc, c'est pas nécessairement qu'eux donnent plus, mais simplement qu'on les utilise plus. les plus Donc, en nombre absolu, il y a plus d'effets secondaires. Il y a aussi dans ce côté-là, mais dans l'étude qu'on a montrée avant, là où on a montré la courbe, ça c'était en pourcentage, au fil des années, et ben on voyait aussi que c'était le Pembro, mais aussi parce que le Pembro, il est bien plus utilisé que les autres. Donc, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas pris le même rapport de passion avec le... Oui, non, mais tu as raison. Idéalement, on devrait avoir le risque de développer ça avec les différents immunothérapies et donc ramener ça en pourcentage d'utilisation et en risque, ça aussi, sera aussi intéressant. Oui. Pour les outcomes, alors il faut savoir que le SAM, certes, c'est une pathologie, on peut dire fatale, mais la prise en charge rapide donne des résultats assez favorables. Donc, on a une rémission quasi complète chez plus que les 50% des patients, avec quand même quelques cas de décès, certes, mais on ne sait pas la prise en charge, comment ça a été. Mais globalement, dans la littérature, une bonne prise en charge assez rapide d'un syndrome d'activation macrophagique dès la suspicion donne souvent des résultats assez favorables, que ça soit sur la survie ou sur le outcomes du cancer lui-même. La probabilité de guérison était quand même très haute. Hein. Je sais pas. Mais dans la littérature, ils disent que le fait, cette température clinique induite, on dirait un marqueur indirect que l'attaque du cancer, elle est aussi un peu... Mais ça je suis d'accord, mais c'est juste parce qu'en fait, moi, j'ai fait une crise d'angoisse aux 15% de mortalité, parce que cette femme, en fait, on devait la guérir, et à 15% de mortalité alors qu'on veut la guérir, c'est très angoissant pour un oncologue. Donc, oui, effectivement, le taux de mortalité n'est pas énorme de cette maladie rare, mais il est beaucoup trop grand dans le contexte de son néoadjuvant d'un cancer guérissable, localement avancé simplement. Elle serait métastatique, la question serait moins embêtante, mais et encore. C'était juste ça.
Donc, tu veux dire que ça pose la question, compte tenu de ce risque-là, de l'indication de rajouter une immunothérapie. Mais c'est pas que ça pose la question. On sait pour toutes les patientes qui ne l'ont pas parce que la probabilité est faible, toutes les patientes qui ne développent pas d'effets secondaires, on a un avantage clair dans les études en termes de taux de réponse, enfin de PCR, enfin de réponse pathologique complète. Mais par contre, quand on a une toxicité pareille, voilà, ça devient compliqué parce qu'on manque de tuer quelqu'un alors qu'on veut la guérir. Et donc, c'est toute la part de l'adjuvant, du néoadjuvant et du métastatique, quoi. Donc, tout médicament est toxique. Oui, et quelque part, peut-être aussi la discussion avec le patient par rapport à l'ensemble de la problématique et de voir, bon, est-ce qu'il prend ce risque-là ou pas. Après, la chimio est plus toxique que l'immunothérapie, hein. Et on tue plus souvent nos patients avec la chimio qu'avec l'immuno. Ok, d'accord. Bon, je modulerai ça au montage. Je me suis aussi posé la question, est-ce que la chimiothérapie ne peut pas être impliquée dans ce tableau clinique et pourquoi on a tout mis sur le dos un peu de l'immunothérapie. Mais c'est vrai que dans la littérature, il y a de très rares cas de SAM associés à la chimiothérapie et même si ce n'était pas des cas vraiment confirmés, il y avait l'hypothèse, est-ce que c'est dû à la chimiothérapie elle-même, c'est dû à son effet cytolytique ou c'est dû à l'environnement un peu immunodépressif que ça crée. Mais vraiment, je pense que j'ai trouvé 2 ou 3 cas rapportés où on avait fait tous les diagnostics différentiels et on a gardé l'hypothèse que probablement c'est un SAM post-chimiothérapie. Mais en tout cas, c'est vraiment nettement moins fréquent d'en avoir. On a d'autres complications bien plus graves aussi, mais en tout cas, le SAM, c'est plus l'immunothérapie qui est impliquée. Alors, on arrive à la fin et à la prise en charge de notre patiente. Donc, notre patiente est, dès qu'on a la confirmation, eh ben, on commence le traitement. Le traitement, initialement, c'est une chimiothérapie par étoposide. On parlera plus tard. Mais en gros, c'est un traitement qui consiste, c'est ça, en chimiothérapie sur 8 semaines, normalement. Mais après, ça dépend du cas par cas, comment le patient il tolère, les effets secondaires aussi de la chimiothérapie avec laquelle on va traiter. Mais en gros, c'est ça. Donc, 8 semaines. Et en fonction de l'étiologie et de l'évolution, on décide. Donc, si c'est confirmé que c'est une étiologie génétique ou enfin, familiale, dans ce cas, il faut continuer le traitement jusqu'à une greffe de moelle. C'est le traitement, quoi. Si la clinique persiste, mais c'est tout de même pas familial ni les génétiques, on continue jusqu'à faire la greffe. Maintenant, si c'est résolu et on sait que c'est une cause secondaire, eh ben, on peut arrêter le traitement au bout de ces 8 semaines. Par contre, si elle refait un SAM, dans ce cas, il faut aller jusqu'à la greffe de moelle encore une fois. Bien sûr, en parallèle, vu le traitement assez immunosuppressif avec des doses assez élevées, ben, une prophylaxie infectieuse s'impose en fonction du contexte, du terrain et des antécédents. Selon le HLH 2024, eh ben, la première thérapie de 8 semaines consiste en la dexaméthasone, 10 mg kilo les 2 premières semaines. Et après, on commence à diminuer de moitié. 10 mg mètre carré. 10 mètres carrés, pardon. Ouais, 10 mg mètre carré. Et on compte... Ah, pardon. Je fais des dégâts. C'est la fin, dans tous les cas. Donc, le traitement, c'est globalement de la dexaméthasone 10 mg par mètre carré pendant 2 semaines et on diminue de moitié toutes les 2 semaines, en plus de la VP16 ou ce qu'on appelle l'étoposide, avec 2 prises par semaine pendant les 2 premières semaines et après on diminue. Mais c'est des guidelines, certes, mais par rapport à notre patiente, par exemple, le traitement n'a pas duré les 8 semaines en entier, vu qu'elle a récupéré et vu qu'elle a fait aussi pas mal d'effets secondaires sur les traitements.
La cyclosporine, cyclophosphamide, pardon, ça c'est vraiment si elle répond pas. Donc après les 8 semaines, en attendant la greffe de moelle. Et les thérapies intrathécales, c'est souvent du méthotrexate. Ça c'est vraiment si on a une atteinte neurologique associée. Donc globalement, c'est ça le schéma qu'on suit pour traiter les SAM. Il y a de nouveaux traitements aussi qui sont toujours en cours d'étude. C'est ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Et le concept, c'est que ça agit très spécifiquement au niveau des zones, enfin de stimulation de ces macrophages. On a plusieurs types. Donc, soit on agit sur des cytokines clés, comme l'emapalumab, par exemple, qui cible ou qui est un anti-interférent gamma, donc il agit à ce niveau, ou on a d'autres thérapies ciblées qui agissent sur des voies de signalisation intracellulaire, comme par exemple le ruxotinib qui inhibe cette voie de signalisation JAK1 et STAT. C'est des thérapies qui sont encore encore en étude, donc on ne l'utilise pas encore, pas très accessible encore. Mais bon, ça peut rénover surtout vu les effets un peu secondaires de la chimiothérapie qu'on utilise pour traiter les SAM. J'ai trouvé un peu ces points essentiels à retenir face à une situation de SAM. Donc, il faut y penser face à une cytopénie fébrile chez des patients avec un syndrome tumoral. L'image de l'hémophagocytose, elle peut manquer dans 20 à 30% des cas. Une image hémophagocytose, elle ne confirme pas le diagnostic, c'est le H-score, donc il faut avoir quand même assez de points pour le confirmer. Ça, c'est 36 ou 38 points le fait de les avoir. La gravité, c'est surtout quand on a une défaillance d'organes, donc en fonction des organes qui vont être atteints. Il faut être agressif au niveau du diagnostic et de la prise en charge primaire. On peut faire des biopsies ou des ponctions. C'est souvent positif, orientateur, mais ça doit dans tous les cas pas attarder le diagnostic. Chez l'adulte, il y a pas mal d'étiologies. Bon, ici, c'était l'immunothérapie facile en quelque sorte, mais les hémopathies peuvent induire les infections et certaines maladies auto-immunes également. Les infections virales et les mycobactères sont souvent associées au SAM si on retrouve dans un contexte infectieux. Il faut rechercher également un déficit immunitaire associé. Il faut être vigilant aux complications, surtout vu la thrombopénie qu'on a vue qui était assez sévère chez ces patients. Et l'étoposide, il est surtout utilisé pour traiter les cas graves en association avec le traitement étiologique. Merci, merci pour ce cas extrêmement à la fois instructif et quand même assez compliqué dans le cheminement du raisonnement clinique. Alors, je pense que ça vaut la peine, si tu vas voir les messages à reprendre à la maison, je pense que euh, dans n'importe quelle situation médicale, je pense qu'il faut vraiment, indépendamment de ceci, avoir à l'esprit qu'il peut y avoir une toxicité médicamenteuse.